mettre dans ce sens-là. Ouais, ça marche. Bon, je vous souhaite à tous une bonne année. Et puis que le bac se passe dans les meilleures conditions pour vous, parce que j'ai l'impression que ça va être un brin compliqué quand même. Ou plus simple, je ne sais pas trop comment dire. Bon, j'espère que vous avez bien révisé le petit papier que je vous ai donné pour le travail sur les ondes. Ouais. Bon. Alors, comme je vous l'ai dit, je le répète parce que c'est, je pense, important. A priori, on est parti quand même sur un système en demi-classe qui va perdurer. En tout cas, ce que disait le ministre hier, hein, que c'est pas le 20 janvier qu'on va retourner en classe entière, mais qu'on risque de rester en demi-groupe. Bon, après, c'est pas forcément quelqu'un auquel il faut faire une référence absolue, puisque vous vous souvenez qu'au mois de mars l'année dernière, le jeudi, il expliquait que les lycées seraient jamais fermés, et le vendredi, il a dit que tout le monde fermait. Donc, c'est quelqu'un qui change d'idée manifestement assez régulièrement. Néanmoins, il a quand même dit ça, et c'est vrai que, tenant compte de ça, j'ai refait votre année, jusqu'à la date des épreuves. Donc, pour faire un peu rapide, ça tient pas. Puisque on perd du temps avec le TP, et que les contrôles que je vous fais, bah, du coup, ils durent 2 fois plus longtemps, puisque c'est fait sur 2 jours. Donc, on risque d'avoir un problème, ce qui fait que j'ai changé un petit peu les choses, et que tout ce qui rappelle, on n'est pas plus par écrit forcément que par oral. Nous, le petit papier que je vous ai envoyé, bon, je ne pense pas que ce soit forcément une bonne chose, mais clairement, il y a pas de chose. Et il y a aussi certes le cours et il y a des choses. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que l'on refera quand on aura fait toutes les parties importantes. Je pense notamment dans la partie 11 qu'on va faire juste après avoir terminé cette introduction. Donc la partie 11, il y a les types du son. Bon, les types du son, c'est quelque chose qui est une toute petite partie, donc on la fera mi-février, si on attend. Alors que le reste des ondes, c'est quand même quelque chose qui est plus important. Et donc je fais des petits tips dans les différentes parties du cours, et j'espère que ces petits tips, j'aurai le temps de les reprendre donc mi-février avant la fin du cours, mais voilà, je le garantis. Alors, donc propagation des ondes, etc. Juste quelques petits rappels. J'aurais besoin d'un ou une volontaire. Il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste à finir une extrémité. Non, il n'y a personne. Oui. Vous mettez, voilà, là, là. On va tendre le truc. Alors, assez haut. Voilà. Hop là. Voilà. Tendez-le un petit peu. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Je vais créer une perturbation. Alors, quand il aura arrêté de bouger, ce sera un milieu à l'équilibre. C'est-à-dire que finalement, chacune de ces parties sera immobile. Et je fais ça. Je prends une dizaine de spires et je contracte. Et ensuite, je lâche. Ouais, il y a un truc qui va de votre camarade à moi, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui se déplace. Ça se voit, hein, je pense. Donc on est bien d'accord que le truc qui se déplace, on l'appelle comment? Ouais. Ah, tout à fait. Le fait que le truc se déplace, c'est une onde. Mais le truc qui se déplace, là on est d'accord. Mais c'est plus simple que ça. C'est une perturbation. C'est ça la perturbation. La perturbation, c'est j'ai un milieu, il est à l'équilibre, je mets mon milieu hors équilibre. C'est-à-dire ici, l'équilibre,
c'est la notion que les spires sont immobiles, donc on peut qu'on arrive à stabiliser le truc. Mais voilà. Et là, je le mets hors équilibre, parce que mes spires ne sont plus immobiles. J'ai créé une perturbation qui se propage dans le milieu. L'onde, c'est le phénomène de propagation de la perturbation dans le milieu. Ce n'est pas la perturbation, c'est la propagation de la perturbation. L'onde, ce n'est pas une vague. L'onde, c'est le fait qu'à la surface de l'eau, il y ait des vagues qui bougent. C'est pas pareil. Donc, il faut bien définir les deux parties. Et donc, je reviens à ce qu'on disait. Là, qu'est-ce qui se propage? C'est pas les spires, on est bien d'accord. Parce que globalement, les spires, elles bougent un petit peu. Enfin, ce n'est pas les 10 spires que j'ai concentrées ici qui vont aller jusqu'à l'autre bout pour revenir à moi. Les 10 spires, elles sont toujours là. Ouais. Et donc, c'est quoi, concrètement, physiquement, le truc qui se balade? Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre sur les ondes. Une fois que vous avez compris le phénomène, le reste après, c'est des maths. Le truc qui se balade, c'est la compression des spires. Pour reprendre le terme de votre camarade, c'est l'énergie que j'ai mise à comprimer 10 spires. Et quand j'ai comprimé 10 spires ici et que je vais les lâcher, ben les 10 spires qui sont ici vont pousser les spires qui sont devant elles. Et donc les spires qui sont ici, elles vont se comprimer à leur tour. Et quand elles vont se relâcher, elles vont pousser celles qui sont devant, etc. Ce qui se propage, c'est la compression des spires. Ce n'est pas les spires elles-mêmes. C'est le fait qu'à un moment, ces spires se rapprochent les unes des autres. Et elles se rapprochent parce que celles qui étaient derrière les ont poussées vers l'avant. Et puis à leur tour, elles vont pousser celles. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oui. Alors, merci. Ça s'arrête parce que, tout simplement, j'ai des frottements qui correspondent, on reprend notre cours de mathématiques, ces forces de frottement, il y a un travail de forces de frottement, donc j'ai une énergie mécanique globale des spires qui sont ici, qui diminue au cours du temps. Et donc cette énergie mécanique qui diminue au cours du temps, j'ai une énergie cinétique qui est de plus en plus petite et ça finit par s'arrêter. Donc comme pratiquement tous les systèmes mécaniques, on laisse évoluer librement et les arrête, c'est les forces de frottement. D'accord ce principe? Donc là voilà, la partie importante et la partie révision, et donc pour ceux qui m'auraient relu ça, on va dire un peu rapidement, je vous engage à les lire ce soir, pour bien avoir les choses en tête, parce que je ne peux pas revenir dessus, on ne peut pas refaire. Et même là, au niveau des rappels, et on va prendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, mais il faudrait 3 quarts d'heure pour bien refaire. Donc, ça c'est la première partie. J'ai ma perturbation, elle se transporte. Et donc, vous avez les définitions, la perturbation du milieu, mise hors équilibre du milieu, l'onde en tant que propagation d'une perturbation dans un milieu, sans transfert de matière, pardon, sans transport de matière, et avec transfert d'énergie. Sans transport de matière, parce que mes spires, ce n'est pas les spires qui sont baladées d'un bout à l'autre. Avec transfert d'énergie, c'est l'énergie de compression de mon ressort, finalement, qui est passée d'un bout à l'autre du ressort et qui est revenue jusqu'à partir, etc. Le principe, alors je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y en a peut-être. Ouais. Quand, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais vous êtes tranquille en train de pêcher, il y a du fond qui est sur l'eau, vous attendez le poisson, et puis il y a un gamin qui passe, et qui trouve marrant de balancer un pavé dans la mer, juste pour vous embêter. Je suppose que ça peut vous arriver. Et donc, quand il y a un pavé dans la mer, ce qui se passe, c'est que forcément, le pavé provoque des petites vagues. Si vous faites attention, vous verrez qu'en fait, le bouchon de la canne à pêche, il monte, il descend, mais en haut, il ne va pas tellement. Il n'est pas entraîné par les vagues. Il monte et il descend. Et puis, si vous avez 3 ou 4 euros à mettre dans une expérience, un enfant, je ne sais pas très bien parce que c'est connu, cet été, il y en a qui vont à la mer, vous allez dans un endroit où il y a de bonnes vagues, jetez un ballon plastique assez loin. Il ne faut pas être à 3 mètres du rivage. Il faut y être à 20 bons mètres, là où la hauteur de l'eau est importante. Et vous verrez que malgré les vagues, finalement, le ballon, il va monter, il va descendre, il n'ira pas vers le rivage. Il ne faut pas aller dans les landes où il y a des courants marins qui vous travaillent des trucs un peu partout, mais voilà. Quand vous avez une perturbation, c'est sans transport de matière. Donc quand il y a une vague, c'est pas de l'eau qui avance, c'est de l'eau qui monte et qui descend.
ça, c'est pas du tout pareil. Et ça, il faut bien y faire attention parce que, quelque part, dans notre tête, au niveau instinctif, quand il y a une onde qui passe, on a vraiment l'impression que c'est un truc qui bouge. C'est pas ça. Vous voyez, si je reprends l'exemple que vous avez fait en seconde et puis un petit peu en première, le son, vous savez comment ça marche? Quand je parle et que vous m'entendez, qu'est-ce qui fait que je parle, ça c'est pas un problème, mais qu'est-ce qui fait que vous m'entendez? Ouais. Ouais, et c'est quoi cette vibration d'air? Là aussi, concrètement. C'est, voilà, je vous parle, donc je vis l'air qui est dans mes poumons. L'air qui est dans mes poumons vient taper les molécules d'air qui sont dans ma bouche. Donc les molécules d'air qui sont dans ma bouche vont aller vers l'avant. Elles vont donc taper les molécules qui étaient devant elles, qui vont taper les molécules qui étaient devant elles, qui vont taper les molécules qui étaient devant elles. Et jusque vos oreilles, où les molécules d'air qui sont tapées vont venir rentrer dans vos oreilles pour taper une petite membrane qu'on appelle le tympan, et la faire vibrer, et puis ensuite ça transmet au cerveau. Ce n'est pas les molécules d'air qui sont dans vos poumons qui vont dans vos oreilles. C'est les molécules d'air, et puis c'est un choc petit à petit. L'air ne se déplace pas, il vibre. Effectivement, pour reprendre le terme, c'est-à-dire que les molécules, elles vont être projetées vers l'avant quand je parle, elles vont faire un choc, et donc elles vont revenir vers l'arrière, elles vont refaire un choc, elles vont repartir vers l'avant, etc. Mais c'est le choc qui va aller jusqu'aux oreilles. Et la vitesse, quelque part, nous exagérons un petit peu, mais la vitesse des molécules d'air qui sont dans mes poumons va être transmise aux autres molécules choc après choc, et c'est cette vitesse qui va venir taper sur vos tympans, et les tympans vont interpréter cette vitesse en donnant une signification au son. C'est ça l'idée. Sans transport de matière, avec transfert d'énergie. Ça va, c'est bien clair pour tout le monde, ça? Alors attention, deuxième difficulté, et ça fait pas partie des révisions, n'oubliez pas qu'il y a deux manières d'étudier les ondes. Soit je regarde comment l'onde se diffuse dans un milieu matériel, auquel cas on regarde la diffusion de l'onde du point de vue spatial. Soit on étudie un point de mon milieu matériel et on regarde comment l'onde passe à travers ce point. Donc là, j'étudie un point et je regarde son évolution temporelle. Si je prends l'exemple des vagues, soit je regarde comment les vagues sont disposées à la surface de mon étang, de mon lac, je ne sais pas pourquoi, donc à la surface du liquide, auquel cas je prends une photo et je regarde où sont les vagues. Éventuellement, si je veux voir l'évolution temporelle, je prends une deuxième photo. Soit je regarde l'évolution temporelle d'un point, et à ce moment-là, je ne prends pas une photo. Je me focalise sur le point et je filme le point. Et je regarde l'eau monter, descendre, etc. L'aspect spatial et l'aspect temporel. Les deux se ressemblent, c'est la même onde. Mais les deux ne sont pas identiques. Parce que plus une onde se propage loin, plus elle a mis de temps pour se propager. Donc à un temps court de propagation correspond à une petite distance parcourue. À un temps long de propagation correspond à une grande distance parcourue. Ça va, tout le monde me suit? Donc ça, c'est la propagation d'une onde. Après, ce que vous avez vu, c'est les ondes périodiques. Donc ça, c'est facile, une onde périodique, c'est la même perturbation qui se produit à un intervalle de temps constant. C'est ça, une onde périodique. J'espère que ça ne va pas abîmer mon truc là. Voilà. Ça, c'est une onde périodique. Même force, même durée entre chaque coup. Ça, c'est plus une onde périodique. Ça, c'est pas une onde périodique. Même durée, pas même force. D'accord, vous comprenez bien ça? Et après, derrière, même remarque, et c'est là où ma remarque précédente est beaucoup plus importante, mon onde périodique a une double périodicité. Une périodicité temporelle. On recommence par, hein, le truc comme ça, intervalle de temps. Mais une périodicité spatiale. Parce que quand je tape ici, bah, l'onde se propage tout le long de ma planche de bois. Et donc quand je tape plusieurs fois, bah,
mon mouvement se propage plusieurs fois ici. Et donc, si mon onde se propage plusieurs fois, j'ai une périodicité spatiale qui correspond à la longueur parcourue par l'onde entre deux moments que j'ai choisis. Donc, la longueur parcourue par l'onde, ici, entre deux chocs. Là, concrètement, qu'est-ce que je fais? Je tape sur la planche. Qu'est-ce que la planche fait? Parce qu'elle est un peu élastique, même si je ne suis pas Schwarzenegger, quand je tape dessus, la planche se creuse un petit peu, comme la surface de l'eau. Et donc, comme la planche est élastique, elle renvoie la partie qui est enfoncée vers l'avant, et se crée ici des micro-vagues. C'est pour ça que quand je tape ici, vous entendez une espèce de petite vibration qui se fait en fait là. Parce que j'ai une petite vague qui se propage ici. C'est clair ce principe? Ce qui fait que si je représente ça, et c'est cette partie-là qui m'a... Ah, j'ai oublié de vous rendre vos devoirs. Je termine ça et puis je vous rends vos devoirs. Donc, l'idée, c'est que j'ai un espèce d'étang, quoi que ce soit. J'envoie ici un petit caillou. Donc, il va se faire des vagues. On partira toujours dans nos deux chapitres sur le fait qu'il n'y a pas d'amortissement. Et on partira aussi sur le fait qu'il n'y a pas de limite à mon milieu matériel. Donc, je ne regarderai jamais les réverbérations ou ce genre de choses. Et donc, si je lance un caillou, je crée des vagues. Ça veut dire que je coupe ici mon milieu matériel et je prends une photo. Et vous savez, je mets mon appareil photo perpendiculaire à la surface de l'eau. Vous avez peut-être déjà dû faire ça, vous savez, vous mettez la tête à cheval sur la surface de l'eau, le haut est au-dessus de la surface de l'eau, et puis le bas est en dessous, de manière à bien voir les vagues. Si je dessine ce qui est là, en choisissant bien mon temps, le point ici, c'est le point source, je mets mon point source au niveau de mon repère, et donc, je vais avoir une courbe qui va avoir cette tête-là. Et attention, on est bien d'accord sur ce truc-là? J'ai une symétrie ici. Si j'envoie mes ondes là, mes vagues, elles se propagent à gauche, elles se propagent à droite. Mais comme les vagues partent du même point, ça se propage de la même manière à gauche qu'à droite. Si ça se propage de la même manière à gauche qu'à droite, ça veut dire à gauche et à droite, j'ai la même courbe, mais en sens inverse. D'où l'idée ici. C'est pas un truc qui est continu. J'ai l'impression que c'est pas si clair que ça. Oui? Non? Si? Si? Donc j'ai ça. Ça, c'est ma photo de la surface. Maintenant, si je regarde ce qui se passe pour ce point-là, et juste pour lui, je vais l'appeler M. Qu'est-ce que je représente comme variable sur un axe désordonné? Sur l'axe des abscisses, c'est facile. C'est la distance par rapport à la source. Mais sur l'axe désordonné, j'ai quoi? Oui? Ouais. C'est la hauteur par rapport à la surface moyenne de l'eau. Et donc, si je représente ça, ici, c'est-à-dire la hauteur du point M, mais en fonction du temps. Déjà, je ne mets rien ici. Pourquoi? Alors que là, j'ai mis quelque chose de symétrique par rapport à mon axe. J'ai mis des x négatifs. Là, ici, pourquoi je ne mets rien? Oui. Eh ouais. Si je mettais quelque chose ici, ça voudrait dire que ce qui est ici commence avant mon étude. Là, je suppose que je lance mon petit caillou à t égale à 0. Donc, mon onde, elle commence à t égale à 0. Donc, forcément, elle vient après. Vous voyez? Alors, oui, on est bien d'accord que l'onde, en gros, elle fait ça. À un instant donné. Et qu'est-ce qui vous gênait là-dedans?
Ah, ben je représente des deux. Attention, hein. Quand je représente ça, je représente en donnant la position sur l'axe des X. Donc, ce que vous avez ici, c'est cet axe-là. Mais je représente aussi sur l'axe des Y, qui sur mon graphique est comme ça. Donc, je regarde la hauteur des vagues par rapport à mon plan d'eau. Et donc là, ici, c'est comme ça. Avec le point source qui est ici, qui correspond à ce point-là. Ensuite, entre les deux, ça se creuse et ensuite ça monte. Ce qui est ici, c'est ce qu'il y a là. D'accord? D'autres questions? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, mon point M, il va se passer ça. Ça va, tout le monde voit à peu près? Pourquoi il ne se passe rien là? Comment j'ai appelé ça? Ouais. Et donc on appelle ça quoi? Ouais. Ouais. Ici, vous avez le retard. C'est le temps nécessaire pour que l'onde parte d'ici et arrive là. Bon, après, on applique D égale D sur T, et puis on fait le calcul du retard. Et ensuite, j'ai mon onde ici. Comment je dessine l'onde qui est ici? Comment je sais, par exemple, que ça commence par descendre? Et donc, pourquoi ici, j'ai quelque chose qui n'est pas la même chose que là? Ce truc ici, comme celui-là, ça représente quoi, en fait? Ce trait ici, il représente quoi? Ouais, mais concrètement, par rapport à là, ça représente quoi? Les? Ouais, d'accord. Alors, on dit la même chose, mais ça va représenter l'endroit où est la surface de l'eau. Et effectivement, ça met en évidence les vagues. J'ai des creux, j'ai des crêtes, etc. C'est mes vagues. Ici, ça va représenter quoi, ça? Est-ce que ça va représenter la surface de l'eau? Voilà, ça représente la position du point M. Pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, j'ai mis un petit ballon ici, je file mon petit ballon, je vais le voir monter, descendre, porté par l'eau, bien sûr, mais monter, descendre quand même, et c'est mon point M. Et donc, je répète ma question, pourquoi je suis sûr que mon point M, il va commencer par descendre? Et c'est là la difficulté de ici, la périodicité spatiale, et là, la périodicité temporelle. Pourquoi? Dans ce cas-là, c'est vrai. C'est pas vrai, par exemple, quand je parle. Si je le chantais et que je mettais la note là, que je la garde, ça commencerait par un pic. Voilà, on revient à mon point de départ. J'ai lancé un caillou dans l'eau. Si je lance un caillou dans l'eau, il faut visualiser les trucs. Le caillou, il se pose sur l'eau, et puis ensuite, il descend. Mais quand le caillou descend, en fait, il entraîne l'eau avec lui. Donc la première chose que fait mon onde, c'est que le niveau de l'eau descend. Puis ensuite, ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. Vous n'avez pas vu ces petites vidéos qu'on trouve à l'époque, ils en avaient même fait le générique de, comment dirais-je, d'émissions météo. On voit une goutte qui tombe à la surface de l'eau, on voit bien l'eau se creuser, on voit l'eau remonter, et puis finalement, il y a une petite goutte qui remonte, et on va la voir descendre, etc. Quand vous jetez un caillou dans l'eau, ça enfonce l'eau, donc l'eau descend, puis au bout d'un moment, quelque part, le caillou traverse la surface de l'eau, et à ce moment-là, l'eau va remonter. Puis ensuite, elle va redescendre, elle va remonter. Donc, avec le phénomène physique que j'étudie, je sais si je commence par une descente ou pas. Et c'est là qu'il faut bien faire attention à la notion de front d'onde. La définition du front d'onde, c'est la partie de l'onde qui est la plus loin possible de la source. Le front d'onde ici, c'est lui. Parce que c'est la dernière vague que j'ai dessinée. Autrement dit, ici, le front d'onde, il est là. De manière temporelle, le front d'onde, il est là. Là, c'est la difficulté. C'est la partie compliquée de la propagation du monde. Bien comprendre que la périodicité spatiale et temporelle sont inversées, parce que l'idée, c'est que la chose qui est la plus loin possible, c'est la chose qui s'est propagée pendant la plus grande durée possible. Et c'est donc la chose qui a été fabriquée en premier. Et si elle a été fabriquée en premier, c'est celle qui se présente le plus
proche possible de 0 au niveau de l'aspect temporel. C'est ce qui a fabriqué en premier qui se propage le plus loin, et ce qui a été fabriqué en dernier, c'est ce qui est le plus proche du point source. C'est logique, mais c'est une logique qui est parfois un peu difficile à avoir bien en tête. Vous voyez ? Si je vous dis « est-ce que vous avez compris ?» j'ai dit « et » avant compris. Et vous, vous avez entendu « est-ce que vous avez compris ?» Autrement dit, M. Cazin, il a commencé par entendre « est ». J'ai un trou de mémoire, excusez-moi, rappelez-moi. Ah voilà, mademoiselle. Et donc, pendant que M. Cazin entendait « et », le début de ma phrase, mademoiselle Caillot entendait « compris » la fin de la phrase. Parce que c'est le mot que j'ai prononcé en premier qui est plus loin que le mot que j'ai prononcé en dernier. C'est logique, ça. Ça va, c'est clair pour tout le monde? C'est la difficulté. Une fois que vous avez compris ça, le reste est facile. Alors, je vous rappelle que la notion de période temporelle, c'est ce qu'on appelle la période, c'est noté T, c'est la durée nécessaire entre deux parties, pardon, la durée entre deux parties identiques du phénomène périodique. Période qui se mesure soit avec les maximums, soit avec les minimums. Si vous le faites avec les zéros, il faut faire attention que c'est de ce zéro-là à celui-là. La périodicité spatiale, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Au sens propre du terme, c'est la longueur de la période de l'onde. C'est-à-dire que ça ressemble. Mais comme c'est une longueur d'onde, c'est une périodicité spatiale, c'est une distance que je mesure entre finalement deux crêtes ou éventuellement entre deux creux. Périodicité spatiale, c'est un. Pardon, périodicité temporelle, c'est un temps, c'est en secondes. Périodicité spatiale, c'est une distance, c'est en mètres. Avec les deux inverses, la fréquence qui est l'inverse de la période, c'est le nombre de périodes par seconde, et le nombre d'ondes qui est l'inverse de la longueur d'onde. Nombre d'ondes que vous avez vu l'année dernière quand vous avez travaillé sur les spectres infrarouges en chimie organique. Les groupements OH, les groupements carbonyle, carboxyle, alcool, etc. Donc ça, c'est la fréquence temporelle, c'est celle qui se mesure en Hertz. Ça, c'est la fréquence spatiale, c'est celle qui se mesure en mètres-1. Et le lien entre les deux phénomènes, eh ben, c'est la vitesse de déplacement. La vitesse de déplacement, qui est égale avec sa formule de vitesse moyenne d sur t, c'est-à-dire pour une période, lambda sur t. Ou si vous préférez, parce que c'est comme ça qu'on le met plus souvent dans le cours, c'est lambda égale v fois t, c'est-à-dire aussi, si vous voulez, v sur f. Oui? Oui. Moi, j'aime pas trop mettre petit c, parce que pour moi, petit c, c'est la notation habituelle pour la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, comme elle est très connotée, cette vitesse petit c qu'on trouve dans E égale mc carré, etc., comme elle a une signification particulière, je n'aime pas trop la mettre ailleurs. Mais ça se met sans aucun problème. Hein. C, c'est l'initiale de célérité, qui est le terme technique pour la vitesse de déplacement du monde. Donc, si vous voulez mettre petit c, vous mettez petit c, ça pose aucun problème. Ah, ici? Ah, non, ça c'était juste pour dire que je déclenchais mon chronomètre à petit t égale à 0, et puis là, je suis à un petit t quelconque, je sais pas moi, au bout de 10 secondes après avoir mis le petit caillou dans l'eau. Voilà. Donc même si je veux faire court, vous voyez que ça prend quand même du temps. Ça va, c'est à peu près clair pour tout le monde? Bon, donc, ah oui, je vous rends mon contrôle quand même. Très majoritairement, vous avez bien travaillé. C'est bien.
avez bien bossé. Mademoiselle Caillot, c'est bien. Pardon. Monsieur Darby. C'est bon, tout le monde a eu son voir oui, mais si quelqu'un a une barbe, je vais faire ça. Je vous distribue aussi la fiche d'exercice sur la cinétique chimique. Donc, je vous la donne pas. Oui, c'est bien. Non, c'est bon. Si je représente ça, bon, je vais un peu rapidement, mais j'avais fait, vous vous souvenez, 3 cercles. Donc, ce qui matérialiserait le retard, ce serait ça. Pardon. C'est ça. C'est après avoir fait mes 3 ondes, après, il n'y a plus rien, ça reste surface plate. Pour ça, je vous dis que les deux graphiques sont bien inversés. Là, ici, le retard se manifeste par un plat à la fin, alors que dans la propagation temporelle, le retard se manifeste par un plat au début, parce qu'il m'a fallu un certain temps pour que l'onde atteigne le point qui m'intéresse. Et là, ça manifeste le fait que pendant le temps où j'ai pris ma photo, l'onde s'est propagée jusqu'à un certain point. Tiens, pendant que j'y pense, et puis après je vous donne la parole, mademoiselle Ducrot. Si vous connaissez des élèves de première qui font spécialité physique, dites-leur que c'est très important qu'ils travaillent beaucoup en première, de manière à avoir toutes les notions en terminale. C'est des choses qui ne se disent pas forcément tout le temps autant que je le souhaiterais. Oui. De ce devoir-là oui, oui, j'ai une correction, mais je vous l'avais donné. D'accord. Donc, de toute manière, j'en ai fait pour tout le monde. Donc, je l'ai quelque part. J'irai chercher ça à la pause. Vous me le rappelez éventuellement, si j'ai l'air d'oublier. Bon, oups là. Alors, allons-y. Voilà. Donc, c'est un nouveau chapitre. Étude des ondes. Le premier paragraphe, c'est les rappels. C'est ce que je vous ai envoyé. Donc, c'est les définitions de perturbations, d'ondes,
de milieu matériel. Gardez en mémoire aussi les définitions d'onde longitudinale et transversale, parce que c'est souvent utilisé. À longitudinale, c'est quand la perturbation est dans la même direction que la propagation. Transversale, c'est quand la perturbation est perpendiculaire à la propagation. Le truc avec le ressort, c'était une onde longitudinale. Parce que ça se propageait le long du ressort et que ma perturbation, c'était de prendre une dizaine de spires et de les contracter. Donc ça, c'est les rappels. Oui. Oui. Les vagues. La surface de l'eau est plate et les vagues sont en gros verticales. Donc ça se propage horizontalement et ça se déplace verticalement. Le son aussi. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, ces différents rappels. Et maintenant, donc, le premier phénomène qu'on va étudier, c'est la diffraction. Donc, diffraction du nombre. Oui. Oui. Ouais. C'est ce que je vous ai mis vraiment, c'est ce que je pensais être l'essentiel. Donc il y a perturbation, il y a la définition de l'onde. La définition de l'onde, ça doit vraiment être un automatisme. Propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière avec transfert d'énergie. Pareil, onde longitudinale, onde transversale, c'est à savoir. La notion de retard, c'est à savoir. Période temporelle, fréquence, période spatiale, nombre d'ondes, avec les relations mathématiques qui sont entre elles, ouais, c'est tout à savoir. Alors après, sur cette année spécifiquement, il y a des choses qui ne serviront à rien. Ça, c'est bien clair. Mais je pars toujours sur l'idée que vous allez avoir une épreuve écrite. Quand vous aurez une épreuve écrite, il y aura certainement une partie qui va être la propagation du nombre, et puis ensuite une partie qui va correspondre à ce qu'on va faire cette année, c'est-à-dire la diffraction du nombre et l'interférence de deux ondes. Donc voilà. C'est bon, tout le monde y est? Alors, je ne sais pas si tout le monde a fait ça, mais je vais faire appel à vos souvenirs d'enfance. La pâte à modeler. Tout le monde a joué avec la pâte à modeler? Ouais. Alors, donc, les jeux de pâte à modeler ont quand même pas mal évolué avec le temps. Moi, ce que j'ai offert à mes enfants, c'est pas que de la pâte à modeler. Il y avait de la pâte à modeler, et puis il y avait des espèces de petites seringues et de trucs comme ça. On mettait un embout en forme d'étoile, en forme de carré, en forme de rond, et puis on mettait la pâte à modeler dans la seringue et on poussait. Et quand l'embout avait une forme d'étoile, bah, la pâte à modeler, quand elle sortait, ça faisait quelque chose qui est en forme d'étoile. Un churros, quoi, mais en pâte à modeler. Vous voyez de quoi je veux parler? Eh bien, on va étudier la même chose. On va regarder ce qui se passe pour une onde quand je lui fais traverser une ouverture. Et donc l'illustration, c'est ça. Je vais vous parler depuis le couloir. Mais je vais fermer la porte. En partie. Là. Et donc, à partir de là, je vais montrer le phénomène de diffraction. Est-ce que vous m'avez entendu, mademoiselle? C'est pas normal. C'est pas normal pourquoi? Parce que j'ai parlé. Donc on a vu tout à l'heure, on a reparlé du son, des placements des moléculaires, etc. L'ouverture, elle était là. Donc les moléculaires qui sont déplacées, elles sont déplacées dans le sens de l'ouverture. Pourquoi mademoiselle Caillou, elle m'a entendu? Les moléculaires, ça va par là. Que M. Cazin entende, que mademoiselle aussi s'entende, etc. C'est logique. Sinon là, mademoiselle Caillou est quasiment perpendiculaire à l'axe. Vous voyez, M. Cazin? Ouais. Et ça, c'est une très grosse différence avec la pâte à modeler. Si j'avais mis de la pâte à modeler ici, c'est clair, hein? C'est mademoiselle Berriga, mademoiselle Dopus, M. Cazin qui aurait fait la pâte à modeler, M. Barbier aussi. Il n'aurait jamais eu pâte à modeler sur le bureau de mademoiselle Caillou. Autrement dit, quand j'envoie une onde à travers une ouverture, mon ouverture, elle ne calibre pas l'onde.
à la sortie de l'ouverture, mon onde se propage sur un espace qui est beaucoup plus important que celui qu'on devrait avoir à cause de cette ouverture-là. Si je dessine ça, et on le verra mercredi, mais je ne peux pas vous le montrer parce que le matériel est utilisé par une autre classe, donc on verra ça pendant la séance de TP. Si je vous dessine le phénomène, et je vais dessiner avec toujours mon exemple de vague sur l'eau. Donc, j'ai ma source, j'ai envoyé un petit caillou, je suppose que mon onde ne s'amortit jamais, que j'ai une onde périodique, donc je vais dessiner mes vagues. Et ici, je mets un mur. Si j'étais dans l'océan, je mettrais une digue. Donc ici, je mets quelque chose qui va me bloquer l'onde, mais juste sur une partie. J'essaye d'arrêter mes vagues avec un obstacle. Si mes vagues c'était de la pâte à modeler, il se passerait ça. Les vagues se propageraient dans la direction de l'ouverture. Et mes vagues, ce n'est pas de la pâte à modeler. Donc après l'ouverture, mes vagues vont reprendre une propagation, mais à 2 dimensions. Elles vont aller devant, mais elles vont aller aussi sur les côtés. Mais par contre, comme l'obstacle est ici, les vagues ne vont pas reprendre leur marche comme avant. Elles vont juste reprendre leur marche dans un cône, enfin un cône, en l'occurrence ici un triangle. Elles vont se propager à partir de l'ouverture, mais elles vont se propager dans un espace qui va être de plus en plus grand. C'est la même onde. C'est les mêmes vagues qu'ici, mais il n'y en a qu'une partie qui traverse. Autrement dit, la longueur d'onde et la période temporelle, c'est les mêmes ici et là, parce que c'est le même phénomène. Mais par rapport, entre guillemets, à ma pâte à modeler, j'ai une diffusion qui est beaucoup plus ample. Et cet angle de diffusion va dépendre de beaucoup de paramètres. La nature de l'onde, la nature de l'obstacle, l'intensité de votre onde, c'est-à-dire la hauteur des vagues. Oui. Alors, il y a un autre phénomène. Qui m'entendrait effectivement mieux si j'avais ça. Après, aussi que ça disparaît, mais vous n'avez pas eu de cours dessus. Et normalement, c'est notre dernier chapitre avant le contrôle. Donc, on fera l'étude des corps gazeux. Même si les molécules d'air sont très petites, avec leur puissance moins 26 kg, en fait, aussi que ça disparaît, quand je parle, les molécules d'air qui viennent taper sur la porte et sur le mur, ça fait vibrer la porte et le mur. Pas beaucoup, mais ça les fait vibrer. Et cette vibration se propage, bien sûr, juste à l'autre côté de la porte. Et donc, ça fait bouger un petit peu, et ça fait bouger un petit peu, et donc, le mouvement de la porte reproduit le choc des molécules de l'air que j'ai projeté. Donc, ça se reproduit par un son qui est là-bas. Le son qui est dedans et le son qui est dehors, c'est pas le même. C'est pas les mêmes molécules d'air. Mais par contre, c'est la même fréquence d'oscillation. D'accord, c'est une idée? Donc, effectivement, mais alors, du coup, on ne va pas m'entendre dehors parce qu'il y a un phénomène de diffraction, on va m'entendre dehors parce qu'il y a un phénomène de continuité. Ce n'est pas le même phénomène. Ce serait le phénomène de diffraction si j'ouvrais un peu la porte. Auquel cas, entre guillemets, on ferait le tour. Donc, on aurait ce type de phénomène-là. D'autres questions par rapport à ça? Alors, on va caractériser le phénomène de diffraction par une valeur d'un angle. L'angle de diffusion. Et donc, en général, vous connaissez la notation θ? La lettre grecque? Pas trop. Bon, c'est un zéro barré, il ne faut pas aller chercher très loin. Mais
En mathématiques et en physique, on utilise deux grosses notations pour les angles. La lettre alpha, je suppose que ça vous connaissez, et puis l'autre lettre, c'est θ. Dans le cas des diffractions, je vous recommande quand même d'apprendre la lettre θ, parce que la forme habituelle des formules utilise cet angle θ. Donc l'angle θ, c'est l'angle de diffusion, c'est-à-dire l'écart entre la partie où l'onde se propage et la partie où l'onde devrait se propager. Et donc l'angle θ, je vous le redis, c'est un zéro qui est barré au milieu, quelque part. Vous me faites le dessin, et vous me faites le dessin parce qu'on est susceptible de vous demander d'illustrer le phénomène de diffraction par un schéma pendant l'épreuve. Donc ça, c'est un truc que vous devez savoir faire. Au niveau du son, dans mes vidéos, on entend mieux? Que j'essaye de faire attention, vous l'avez peut-être vu à parler plus fort, mais non, finalement, c'est pas beaucoup mieux. Faut que j'y fasse plus attention. Oui? Oui. Pour ça, j'ai pris un phénomène périodique. Parce que là, ici, j'ai ce que j'ai appelé la longueur d'onde lambda, qui est la même qu'ici. Allez, dépêchez-vous les derniers. Donc on est bien d'accord, cette partie-là et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la zone de diffraction. Et lui, on l'appelle angle de diffraction.
Mais justement, les pointillés qui sont ici sont là pour représenter comment l'onde se propagerait s'il n'y avait pas le phénomène de diffraction. Donc, ce qui est spécifique au phénomène de diffraction, ce n'est pas cette partie-là, c'est vraiment ces deux parties-là. Donc, c'est pour ça que je parle de zone de diffraction. Bon, bien évidemment, ce que je vous mets là, c'est presque le côté mathématique. Il n'y a pas une rupture brusque en disant il y a une vague ici, et puis 5 cm plus loin, il n'y a pas de vague. Il y a une continuité quand même de la matière. Mais voilà, il y a une partie vraiment où il n'y a rien du tout. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que ce phénomène de diffraction, il est valable tout le temps? Oui, non. Est-ce qu'il est tout le temps de la même manière? C'est-à-dire que si je mets n'importe quelle vague et n'importe quel obstacle, est-ce que j'ai toujours le même angle de diffraction? Donc, quelles sont les conditions de diffraction? Et donc, ces conditions de diffraction sont spécifiques à chaque situation. Par contre, on a une règle générale qui correspond à l'évolution de l'angle qui est ici. Et cette règle, c'est de dire que plus la taille de l'ouverture qui est ici se rapproche de la valeur de la longueur d'onde, plus l'angle de diffraction est important. Donc, si vous avez cette taille d'ouverture qui est exactement égale à lambda, c'est là où vous avez un phénomène de diffraction qui est maximal. D'accord sur l'idée? Attention à une petite remarque concernant la valeur de θ. Elle est exprimée en radians et non pas en degrés. Les radians, c'est bon pour tout le monde? Depuis radian, 360 degrés, etc. Si ce n'est pas bon pour tout le monde, il faudra retravailler un petit peu ça. Toutes les formules qu'on va avoir après sont données avec un angle en radian. Voilà, allons-y. Définition. Lorsqu'une onde périodique rencontre un obstacle, lorsqu'une onde périodique rencontre un obstacle, percée d'une ouverture. Lorsqu'une onde périodique rencontre un obstacle, percée d'une ouverture. En traversant cette ouverture, l'onde est diffractée. En traversant cette ouverture, l'onde est diffractée. C'est-à-dire qu'elle se propage sur une zone, plus importante, l'onde est diffractée, c'est-à-dire qu'elle se propage sur une zone plus importante que celle, c'est-à-dire qu'elle se propage sur une zone plus importante que celle calibrée par l'ouverture. Sur une zone plus importante que celle calibrée par l'ouverture. C'est-à-dire qu'elle se propage sur une zone plus importante que celle calibrée par l'ouverture. Le mot calibré par l'ouverture, c'est clair hein, sur mes histoires de pointillés. Deuxième partie, on appelle angle de diffraction l'angle qui caractérise la zone de l'espace, l'angle qui caractérise la zone de l'espace dans laquelle l'onde est diffractée.
la zone de l'espace dans laquelle l'onde est diffractée. Qui caractérise la zone de l'espace dans laquelle l'onde est diffractée. Alors, je ne vous le fais pas écrire, hein, mais j'espère qu'on est bien d'accord qu'on a un phénomène qui est symétrique. C'est-à-dire que ici, je retrouve le même angle θ. Des questions là-dessus? Deux propriétés importantes. Celles que je vous ai expliquées concernant l'angle de diffraction maximal. Donc, première propriété, l'angle de diffraction est maximal si la taille de l'ouverture, l'angle de diffraction est maximal si la taille de l'ouverture est égale à la valeur de la longueur d'onde. L'angle de diffraction est maximal si la taille de l'ouverture est égale à la valeur de la longueur d'onde. Est égale à la valeur de la longueur d'onde. Bon, la valeur de la longueur d'onde de l'onde diffractée. Hein. Mais je ne vous fais pas réécrire de l'onde. Enfin, ça ne fait pas terrible comme phrase. Ce serait combien au maximum cet angle de diffraction si on avait vraiment un phénomène total? Attention, en radian. Oui? Pardon? Alors, c'est la valeur de lambda, mais cette valeur de lambda, elle doit être égale à combien si je veux que... Alors, j'ai l'angle de diffraction maximale si la valeur de la taille de l'ouverture est égale à lambda. D'accord. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est cette valeur d'angle de diffraction, il a une limite physique. Combien, au maximum, je peux avoir pour θ? Oui? Ouais, pi sur 2. Parce que mon angle de diffraction, c'est clair. J'ai un mur ici. Donc, c'est clair que la vague, elle ne passera pas dans le mur. Au maximum, ma diffraction se fera comme ça. Si j'ai vraiment quelque chose qui est très bien diffracté, je vais avoir ça. Autrement dit, je vais avoir une diffraction qui va jusqu'à l'obstacle. Donc, ma zone de diffraction, ça va être ça et ça. Et là, j'ai bien un angle de pi sur 2. Des fois, je l'obtiens. Des fois, je ne l'obtiens pas. Très majoritairement, on ne l'obtient pas, un pi sur 2. Vous pouvez avoir, alors je reprends des degrés, vous pouvez avoir 70-80 degrés assez facilement. Pi sur 2, c'est quasiment impossible. Voilà pour l'angle θ. Deuxième propriété tout aussi importante, et puis après vous prendrez votre pause. Le phénomène de diffraction, est caractéristique d'une onde. Le phénomène de diffraction est caractéristique d'une onde. Le phénomène de diffraction est caractéristique d'une onde. Oui? Si vous me laissez un petit peu de temps, je vais y répondre. Alors, avant, déjà, qu'est-ce que ça veut dire caractéristique d'une onde? Oui, monsieur Gomez? Et? Oui? Voilà. Si j'ai une onde, il y aura un phénomène de diffraction, il sera plus ou moins amplifié, mais il y aura un phénomène de diffraction. Et si j'ai quelque chose qui est diffracté, c'est qu'à la base, c'est forcément une onde. Et donc, quelque part, je reviens à ce que me demandait votre camarade, c'est-à-dire, et pour la lumière? Eh bien, on va essayer. C'est-à-dire que si je fais passer ma lumière à travers un petit trou, et que de l'autre côté, j'ai un faisceau lumineux qui est plus grand que mon petit trou, c'est qu'il y a un phénomène de diffraction pour la lumière, et donc que la lumière est une onde.
Si par contre, je fais passer la lumière par un petit trou et qu'à la sortie, ben, j'ai un cône de lumière qui est exactement calibré par mon petit trou, il n'y a pas de diffraction, c'est que la lumière ne sera pas une onde. Alors vous connaissez la réponse, hein, la lumière c'est une onde électromagnétique, donc dans onde électromagnétique il y a onde, donc la lumière va subir la diffraction, et on va revenir sur l'étude de la diffraction de la lumière, mais dans notre paragraphe 4. Voilà, allez, prenez 5 minutes, je devais aller chercher quelque chose pour quelqu'un, c'est quoi? Ah, la correction. Je vais voir si j'arrive à la retrouver. Oui. À la fois d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord avec ce que vous m'avez fait. Ce que vous m'avez fait, c'est le travail préparatoire. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord. Il y a quelqu'un ici et quelqu'un ici. Quelqu'un ici tire la corde vers le bas. Il provoque le truc-là. Et quelqu'un ici tire la corde vers le haut, il provoque le truc-là. Et c'est la même corde. Donc comme c'est la même corde, elle ne peut pas être à la fois en haut et en bas. Donc ça, ici, ça s'allume. Là, ça se modifie. Ça, c'est un petit travail qui est préparatoire à l'interférence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand j'ai deux ondes qui arrivent sur le Ah, ouais. Ça, je ne savais pas si vous l'avez fait. Est-ce que vous avez fait une vibration frontale de j'ai regardé sur votre programme, c'est pas marqué. Phase d'opposition phase. Oui. Alors, l'idée, c'est de dire que le point qui est à 45 exactement de la même manière que les contrôles. C'est-à-dire qu'ils ont des maximums en même temps et des creux en même temps. Parce que si je suis à 40 cm, vous avez passé auparavant la longueur d'onde et vous avez joué 25 cm.
entre le point M et la sonde, il y a rien branché dans leur monde. Donc ça veut dire que quand la chose monte, bah, comme il y a un nombre entier dans leur monde, le point M monte et qui redescend avec la sonde. La cinétique chimique, mais je vous ai dit qu'on les corrigerait mercredi, c'est ça? J'espère qu'on aura le temps de les corriger mercredi, sinon au pire on les corrigera vendredi. Il m'en reste un, donc il y a peut-être une personne qui n'a pas eu. Bon, voilà. Fin du paragraphe sur la notion générale de diffraction du monde. Et donc, on reverra à partir de mercredi, mais surtout dans le cours vendredi, puisque mercredi vous allez faire l'expérience, on verra de manière plus précise la diffraction d'une lumière. Oui. Non, on va faire des expériences physiques. Donc, vous allez jouer avec les lasers et vous allez faire passer les lasers par des petites ouvertures, puis on regarde ce qu'il y a derrière. En faisant bien attention à ce que, même si je vous le dis de manière un peu rapide comme ça, c'est un des TP qui est très souvent présent le jour du bac TP. C'est aussi un des TP qui a la meilleure moyenne des bacs TP. Parce que vous allez voir, c'est franchement pas compliqué. Hein. Enfin. Alors, dans l'idée, en fait, de mon chapitre, on a 3 phénomènes à étudier sur les ondes. La diffraction, l'interférence, qui va consister à envoyer dans un même endroit plusieurs ondes pour voir ce qui se passe, et enfin, l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est le fait que l'onde est fabriquée par un objet qui est en mouvement. L'exemple le plus caractéristique, c'est la sirène des policiers ou des pompiers. Vous savez, le pimpon, pimpon, pimpon. Et dont on entend le son de manière différente si le camion de pompier vient vers nous ou si le camion de pompier s'en va. Ça vous dit quelque chose, ça ou ah, il y a un son grave, un son aigu, enfin bon. Donc, ces 3 effets. L'effet Doppler a été retiré du programme du bac. C'est-à-dire que l'effet Doppler, c'est quelque chose qu'on fera au 3e trimestre. Et dans les études générales, la diffraction et l'interférence, on va faire, comme on a fait là, c'était les caractéristiques générales du phénomène de diffraction, caractéristiques générales du phénomène d'interférence. Et ensuite, on revient sur la diffraction pour une lumière et sur l'interférence dans le cas de la lumière. Voilà sur l'idée générale. D'où notre paragraphe grand 3. Interférence. De 2 ondes. Alors, vous l'avez vu, hein, le phénomène de diffraction est vraiment général, il n'y a même pas de formule. Donc, finalement, ce que vous avez à retenir et à utiliser dans le cadre des contrôles, alors que ce soit avec moi ou pour le bac, c'est les 2 propriétés. C'est-à-dire que le phénomène de diffraction est d'autant plus important que la taille de l'ouverture est de l'ordre de la valeur de la longueur d'onde, et que le phénomène de diffraction est caractéristique de l'onde. Voilà. Il n'y a que finalement quelque part que ça de concret à retenir. Dans l'interférence, on va avoir un début de formule et de calcul théorique. L'idée globale, qu'est-ce que c'est? L'idée globale, elle est là-dedans, dans le terme 2. Nous, on se limite à 2 ondes, on peut en avoir bien sûr plusieurs. L'idée, c'est la chose suivante, c'est que j'envoie dans une zone de l'espace plusieurs ondes. Et donc, ces ondes vont atteindre les points de cette zone de l'espace simultanément. Dans certains cas, les ondes qui atteignent sur le point de l'espace simultanément vont avoir une influence entre elles. Dans d'autres cas, ces ondes ne vont pas avoir d'influence entre elles. L'exemple le plus simple, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous parle. Première onde, le son. Deuxième onde, vous êtes éclairé par les lumières.
Donc, pour vous, vous recevez finalement deux ondes en même temps. L'onde sonore que je provoque et l'onde lumineuse provoquée par les lumières. Est-ce qu'il y a une interaction entre les deux? Ah non. Donc, vous pouvez avoir dans une zone de l'espace plusieurs ondes et qu'il ne se passe rien d'autre que finalement l'accumulation des effets. 1, le son, vous m'entendez. 2, la lumière, vous me voyez. Non, c'est pas un bon exemple. Enfin, vous avez la lumière. Vous pouvez voir. D'accord sur l'idée? Maintenant, ce qui va m'intéresser dans le phénomène d'interférence, c'est qu'il y ait simultanément dans un même point deux ondes, mais que ces deux ondes aient un effet l'une sur l'autre. L'exemple le plus simple que je puisse vous donner, c'est le même que pour le premier paragraphe. Je lance un petit caillou dans l'eau. Ça fait des vagues. Et je lance un deuxième caillou dans l'eau. Ça refait des vagues. Et il y a bien une zone dans l'espace où les vagues vont se croiser. Ça va, tout le monde visualise? Premier caillou dans l'eau, source que je vais appeler S1, j'ai mes vagues. Deuxième caillou dans l'eau, source S2, j'ai mes vagues. Par contre, vous voyez, ce n'est pas les mêmes vagues. Pourquoi ce n'est pas les mêmes vagues? Pourquoi on voit que ce n'est pas les mêmes vagues? Oui. Ouais, il n'y a pas la même longueur d'onde. Par contre, c'est la même nature d'onde. C'est quoi comme nature d'onde? Ouais. C'est? Ouais, d'accord, périodique. Mais ça vous donne la caractéristique de l'onde. Ça ne vous donne pas sa nature. Normalement, c'est quasiment le titre de votre chapitre de première, ça. Enfin, ouais, on y arrive. C'est une onde progressive, mécanique, périodique. Donc, mécanique. La nature, finalement, de ces ondes, c'est une onde mécanique, et même plus précisément, c'est des vagues, quoi. Donc là, j'ai bien deux phénomènes de même nature. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, ici? Là, ici, ici, là, là. Ça, c'est ici, là. J'ai une vague qui arrive par la gauche, et j'ai une vague qui arrive par la droite. Oui, monsieur Barbier? Ah. Alors, je me suis mal exprimé, pardon, mais vous avez raison, je suis imprécis. J'ai dessiné ici des cercles qui représentent la crête des vagues. Donc, entre deux cercles, il y a le creux. Mais là, j'ai dessiné les crêtes. Une crête de vague, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'onde atteint mon premier point, rappelez-vous ce qu'on a vu au tout début, bah, finalement, ma crête de vague, c'est que mon point va monter. J'ai rajouté de l'eau à cet endroit-là. Tout le monde me suit? Et donc, si vous me suivez, qu'est-ce qui se passe en ce point-là? Ouais. Ouais. Et ouais. Ici, j'ai une première vague qui vient de la première source, donc mon point va monter à cause, entre guillemets, de l'eau qui est apportée qui est soulevée par la première onde, mais en même temps, je suis sur la crête de la deuxième onde, et donc mon point va se soulever à cause de la deuxième onde. Donc mon point se soulève à cause de la première onde et à cause de la deuxième onde. Donc mon point se soulève en faisant la somme des deux altitudes. Quand mes ondes sont de même nature, leurs effets s'additionnent. Ce n'est pas encore un phénomène d'interférence, mais on s'en rapproche. Qu'est-ce qui se passerait, par exemple, à votre avis, ici? Non, ça c'est pas le bon stylo. Je suis un peu approximatif, mais ça doit être à peu près là. Oui? Oui, pourquoi? Oui, alors, voilà. C'est ce que vous avez dit, et j'allais vous poser la question. C'est vrai que, si je suppose, ouais, que les hauteurs des deux vagues sont les mêmes. Je peux avoir
une longueur, donc une longueur d'onde qui n'est pas la même. Mais là, ici, si j'ai la même hauteur de vague, ça veut dire que je vais avoir la même hauteur de creux, enfin hauteur, c'est peut-être pas le bon terme, la même profondeur de creux. Et donc ici, je suis sur la crête de la première onde, mais je suis entre deux crêtes. Donc là, je suis finalement dans le creux entre deux ondes. Et donc l'eau qui est apportée par la première vague bleue, c'est l'eau qui compense le creux de la deuxième vague rouge. Et finalement, en ce point-là, j'ai une crête plus un creux, ça fait 0. Et puis ensuite, j'ai toutes les étapes intermédiaires, où je ne suis pas forcément sur une crête de l'une et pas forcément sur la crête de l'autre, mais de toute manière, je suis sur une partie haute des vagues. Donc les hauteurs s'additionnent, etc., etc. Est-ce que c'est clair au niveau du principe? Donc ce phénomène ne marche que si j'ai quelque chose qui est pérenne dans le temps. C'est-à-dire qu'au même point se passera toujours la même chose. Et donc ce phénomène d'interférence que je vous ai raconté pour un exemple, ce ne sera pas vrai si par exemple je laisse couler 10 secondes de plus. Parce qu'en laissant couler 10 secondes, ces vagues-là se sont déplacées, mais ces vagues-là se sont déplacées ici aussi. Et donc à cet endroit-là, je n'ai pas une crête plus une crête, j'aurai autre chose. Pour que le phénomène d'interférence fonctionne, il faut que les effets des deux ondes s'additionnent, mais il faut qu'ils s'additionnent de manière stable dans le temps. Donc pour que ça marche, il faut que vos deux ondes soient synchrones. Ce que j'appelle des ondes synchrones, ça veut dire que les ondes vont monter en même temps, vont descendre en même temps, monter en même temps, descendre en même temps. Ça, c'est votre programme de cette année. On pourrait élargir les choses où les ondes ne pourraient pas être synchrones, mais que l'écart entre les deux ondes reste constant dans le temps. C'est-à-dire que s'il y en a une qui est au maximum, l'autre est au minimum, et inversement. Mais que ça reste toujours constant dans le temps. Nous, on travaille sur des ondes synchrones. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure avec vos camarades. J'étais pas sûr dans le programme de première que vous ayez entendu les termes de source en phase, ou de vibration en phase, ou de vibration en opposition de phase. D'après ce que m'ont dit vos camarades, il y en a un qui se souvient vaguement qu'on ait fait ça, puis il y en a un autre qui ne se souvient pas du tout. Au niveau de votre programme de première, ce n'est pas écrit. Donc si vous ne l'avez pas fait, c'est normal. La difficulté, c'est qu'au niveau de votre programme de terminale, ce n'est pas écrit non plus. Par contre, c'est dans tous les bouquins. Alors, comme souvent, c'est ceux qui écrivent les bouquins qui font les épreuves de bac. Je vais être un peu prudent, et puis on va rajouter ça. Est-ce qu'il y a des questions sur le phénomène, ou est-ce qu'il est bien clair pour tout le monde? Oui. Donc allons-y. Propriété. Lorsque deux ondes se déplacent, dans une même zone de l'espace. Lorsque deux ondes se déplacent dans une même zone de l'espace. Leurs effets se superposent. Leurs effets se superposent. Pour qu'ils puissent s'additionner, leurs effets se superposent. Pour qu'ils puissent s'additionner, il faut que les ondes, pour qu'ils puissent s'additionner, il faut que les ondes soient de même nature. Pour qu'ils puissent s'additionner, il faut que les ondes soient de même nature. C'est bien clair pour tout le monde la différence entre superposer et additionner? Superposer, c'est quand je vous parle et qu'il y a la lumière qui vous éclaire. C'est-à-dire que les deux effets sont présents, mais finalement sont indépendants l'un de l'autre. Si je me tais, vous avez toujours de la lumière. Additionner, c'est quand les effets se combinent entre eux pour changer
l'état de votre système. Quand j'ai mes deux vagues, mon système n'évolue, mon point ici ne bouge pas comme s'il n'y avait qu'une seule vague. Les effets des deux vagues vont s'additionner. Ça va, ça c'est bien clair pour tout le monde, la différence? Deuxième propriété, deuxième partie. On parle d'interférence. On parle d'interférence entre deux ondes. Lorsqu'elles se propagent, on parle d'interférence entre deux ondes. Lorsqu'elles se propagent dans une même zone de l'espace, lorsqu'elles se propagent dans une même zone de l'espace, lorsqu'elles sont de même nature, lorsqu'elles se propagent dans une même zone de l'espace, lorsqu'elles sont de même nature, et lorsqu'elles sont synchrones. Lorsqu'elles sont synchrones. Et donc on précise, entre parenthèses, même vitesse de propagation, même vitesse de propagation, même période, donc le faux spatial ou temporel, c'est pareil, même vitesse de propagation, même période, et des vibrations en phase. Même vitesse, même période, et des vibrations en phase, c'est-à-dire des maximums créés en même temps. C'est-à-dire des maximums créés en même temps. Ça vous suffit pour l'explication en phase? Où on est un peu plus précis, des maximums et des minimums qui sont créés en même temps et qui se propagent de la même manière dans toutes les directions. Non, ça va, c'est suffisamment clair? Donc l'idée, ça va être ça. Et là, on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis dans une zone de l'espace où mes deux ondes se propagent. Quelque part, je me moque de savoir où est la source 1 par rapport à la source 2. Pas important. Elles sont toutes les deux et elles créent des ondes dans la même zone de l'espace. Regarde. Voilà, c'est arrivé une fois, je ne veux pas que ça arrive deux fois. Ça m'a bousillé mon fichier. Ah, à propos, y en a qui se débrouillent bien en études informatiques de vidéo? Non? Monsieur Gomez, vous, c'est plutôt la programmation. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, mon enregistrement a stoppé brutalement. Résultat, le fichier, je l'ai, mais le fichier n'est pas fini. Ouais, remarquez, je vais vous dire des bêtises, voilà, si vous n'y connaissez rien, ça sert à rien. Mais disons que voilà, mon fichier n'a pas été finalisé, et donc du coup, vos camarades ne sont pas, enfin, ne peuvent pas l'ouvrir. Ça sert à rien que je leur donne, de toute manière, ils ont foutu un truc. Mais bon, je passe. Ça y est, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. On était dans les ondes. Ah oui. Donc, je vais prendre un point de la zone de propagation dans laquelle j'ai mes deux ondes. Donc, ce point-là, les deux ondes vont arriver. Et mon objectif, c'est de regarder ce qui se passe dans l'évolution temporelle de la hauteur de ce point M. L'exemple le plus simple, c'est bien sûr les vagues. Donc, dans l'idée, j'ai ça. J'ai S1 ici, S2 ici, et puis un point M, par exemple là. Ça va, c'est bon pour tout le monde? Je prends un point M quelconque.
Donc entre S1 et M, il n'y a pas forcément plusieurs longueurs d'onde, entre S2 et M non plus. Par contre, j'ai ici une distance S1M et ici une distance S2M. Cette distance induit au point M un retard par rapport à l'onde 1. C'est-à-dire ce retard, qui est taux 1, qui est égal à S1M sur la vitesse. Pareil, au point M, j'ai un retard par rapport à S2. C'est-à-dire que j'ai un retard taux 2 qui est égal à S2M sur V. Je ne mets pas V1 et V2, puisque je vous ai fait écrire que je vais étudier les ondes, l'interférence de deux ondes synchrones, même vitesse. Donc c'est la même vitesse ici et là. Vous vous souvenez ce que ça veut dire T1, taux 1 et taux 2, le retard? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur mon point M au niveau des vagues? Oui. Voilà. Et donc, pendant ce temps taux 1, qu'est-ce qui se passe pour mon point M? Voilà, rien du tout. Pendant le temps taux 1, j'ai ma source qui vibre, j'ai mon onde qui avance, mais mon onde n'a pas atteint le point M. Donc au temps taux 1, il ne se passe rien. Au temps taux 2, pareil, il ne se passe rien. Donc, ça va se traduire comment? Ça va se traduire par mes deux graphiques. Alors, ne dessinez pas, hein. Je vous laisserai un temps pour le faire parce qu'on va travailler sur 3 graphiques. Je vais avoir un premier graphique où je vais avoir ce que je vais appeler Y1, c'est-à-dire la hauteur du point M donnée par l'onde 1 provenant de la source S1. Donc, ma hauteur, ça va me donner ça. Jusqu'à un instant taux 1, il ne se passe rien. Et puis ensuite, il se passe quelque chose. Donc, je vais supposer alors vous l'avez vu, hein, je ne suis pas très bon en dessin, mais voilà. Ça, c'est périodique. Je mets quoi comme lettre pour ma période là? Je mets T ou je mets lambda? T majuscule ou lambda? Oui? J'ai entendu. Ouais. T majuscule, pourquoi? Pourquoi c'est pas lambda? Voilà. Allez pas chercher quelque chose de compliqué, hein, j'ai mis en fonction du temps. Donc forcément, si j'ai une période, c'est la période temporelle. Donc ici, vous avez la période T. Ça, c'est ce qui se passerait en M si Y1 était tout seul. Ensuite, j'ai Y2. Y2, pareil. J'ai l'onde qui arrive avec un temps taux 2. Sur mon dessin, taux 2 est un peu plus grand que taux 1. Je vais mettre taux 2 ici. C'est-à-dire que mon point M, il ne bouge pas jusqu'à taux 2. Et puis attention, à taux 2, il démarre une onde qui est synchrone avec la première. Autrement dit, il démarre la même onde, mais provenant d'une autre source. C'est ça l'idée de synchrone. Donc je vais avoir quelque chose que je vais dessiner avec la même période, et que, alors là, par contre, c'est pas forcément vrai, mais je vais prendre ça pour simplifier, qui va être aussi avec la même hauteur. Donc par contre, il ne faut pas toujours. Hop. Ça peut pas ça. Ça. Ouais, c'est à peu près la même chose. On dit, hein, au niveau de l'onde, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'en profite pour vous rappeler, on dit qu'en fait, le point M vibre comme S1, mais avec un temps de retard tau 1. Vous m'avez semblé voir une... Oui? Alors, ça, je vous en ai parlé, mais c'est vrai, je ne vous l'ai pas fait écrire. On va toujours supposer que mon onde est entre guillemets parfaite, pas d'amortissement. Mon milieu de propagation n'a pas de limite.
voyez, on ignore toutes les contraintes matérielles. On est vraiment sur l'idée vraiment parfaitement théorique. C'est pour ça aussi que je dessine de manière sinusoïde, alors que les vagues, c'est pas une sinusoïde. Vraiment, je suis dans l'idée, la onde sinusoïde, vous avez vu. C'est quoi une onde sinusoïde? Alors, c'est ça, d'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, vous voyez, ouais, autrement dit, c'est quelle équation? Alors, ça, je ne l'ai pas mis dans les rappels, mais je voulais vous en parler. Donc, une onde sinusoïdale, premier réflexe, c'est ce que disent vos camarades. Ça fait ça. C'est un sinus. Alors, pas X, parce que je suis dans le temps. C'est un sinus T. Mais c'est pas ça. Pourquoi ça ne peut pas être ça? Pourquoi ça ne peut pas être que ça? Parce que sinusoïdal, effectivement, il y a sinus. Alors attention, dans les bouquins, je ne sais pas pourquoi ils mettent onde sinusoïdale, mais souvent ils vont retrouver un cosinus. Bon. Pourquoi ça ne peut pas être que ça? Alors, vous connaissez. Oui. Ouais, c'est vrai. Alors, ça commence. Sinus de 0, ça fait 0. Et effectivement, ça ne commence pas forcément à 0. Dans le cas qui m'intéresse, si. Parce que je lance un caillou dans l'eau. Donc au début, l'eau, elle est au niveau 0. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours le cas. Par exemple, dans le son, je ne commence pas forcément à 0. Si on étudie une partie. Ou alors on étudie des vagues. Et on étudie les vagues, non pas au début quand on les a créées, mais un peu plus tard. Comment je traduis ça? Ça commence pas forcément égal à 0. Ouais, il y a un petit décalage dans le temps hein, si ça démarre pas à 0. On traduit ça en général en mettant une lettre grecque qui s'appelle phi. Voilà. Hop, je mets un phi ici, comme ça va démarrer quand j'en ai envie. Quand je prends cette formule, si ici j'ai, par exemple, pi, 180 degrés, j'obtiens un sinus égal à combien? Sinus 180, ça fait combien? Ouais, ça fait 0. Si j'avais 90, hein, ça voudrait dire que y vaudrait combien? Oui. Bah ouais, hein. Si ici sinus vaut 1, y vaut 1. Est-ce que les vagues ont toutes forcément 1 mètre de hauteur? Ah non. Donc pour dire que mes vagues puissent avoir une hauteur différente, on met en général une lettre 1 majuscule. Ça commence à vous rappeler quelque chose ou pas là? Non. En plus, sinus t, que ce soit plus phi ou autre, c'est une période de combien? La période d'un sinus, c'est combien? Ouais, c'est 2pi. 2pi radian ou 360 degrés, si vous voulez, mais c'est le cercle trigonométrique. Donc, ça, c'est une fonction qui est périodique de période 2pi. Autrement dit, la période grand T devrait être égale à 2pi. Bon, 2pi, en gros, c'est 6,3. On ne va pas s'embêter avec les détails. Est-ce que toutes les ondes ont une période de 6,3 secondes? Et non. Donc, on va mettre un coefficient supplémentaire ici pour moduler. En général, on le met sous la forme oméga. Mais j'ai remarqué que dans vos bouquins, ils la mettent sous cette forme-là. Enfin, dans vos bouquins de première. Ah, j'ai oublié petit. Voilà. Voilà l'expression de la forme générale de ce qu'on appelle une onde sinusoïdale. A, sinus de 2pi sur grand T, petit t plus phi. Le A, c'est là pour vous donner l'amplitude. Le phi, c'est là pour dire que l'onde ne commence pas forcément à 0. Et le 2pi sur grand T, c'est là pour dire que l'onde a une période qui n'est pas forcément égale à 2pi. Vous l'avez jamais vu ce truc-là? Ou A sinus oméga t plus phi, pas plus. Ça, par contre, c'est le programme de première. Bah, ceci dit, oui, l'année dernière, ça a été un peu perturbé, votre programme. Donc, mais ça doit être quelque part dans les rappels que je vous ai envoyés, ce truc-là. Je ne suis pas sûr. Bon, alors. Si, ça y est? Voilà. Merci. Allons-y. Interférence. Interférence, qu'est-ce que c'est? Interférence, c'est dire j'ai Y1 plus Y2. Donc je fais une troisième courbe me donnant l'interférence Y1 plus Y2.
Je vais faire comment? Oui? Pardon? Ah, on revient un petit peu à l'application dont on a parlé tout à l'heure. Ça va pas être si simple que ça. Comment je peux faire y1 plus y2? Cherchez pas plus loin. Comment je vais faire? Oui? Ouais. Je vais faire y1 plus y2. C'est-à-dire, je vais prendre cet instant, cet instant, cet instant, cet instant, cet instant. Je vais voir combien vaut y1, je vais voir combien vaut y2, je vais faire la somme des deux. D'accord sur l'idée? Donc, il y a déjà une partie de la courbe qui est simple. Hein. C'est celle-là. Parce que jusqu'à taux 1, il ne se passe rien du tout à mon point M. Qu'est-ce qui se passe entre taux 1 et taux 2? Ah, bah dis donc, j'ai pas de chance. Bon, c'est pas grave, ça marchera. Qu'est-ce qui se passe entre taux 1 et taux 2? Comment je vais le dessiner? Ouais. Voilà, j'ai y1, et puis y2, de toute manière, il vaut 0. L'onde n'est pas encore arrivée au point M, la deuxième onde. Donc, entre taux 1 et taux 2, ça va me faire exactement comme taux 1. Donc, je vais avoir un creux et une crête. Et ensuite, je vais faire une vraie addition. C'est-à-dire que, par exemple, je vais me placer un peu après taux 2, je vais me placer ici. Y1, c'est ça. Y2, c'est ça. Donc j'ai Y1 vers le haut, Y2 vers le bas, j'additionne les deux, et je trouve quelque chose, la partie vers le bas est un petit peu plus grande que la partie vers le haut. Donc j'ai quelque chose qui est à peu près par là. Ça fait ça. Puis après, je vais prendre un instant plus tard, ici. J'ai pas de chance sur mon dessin. Quand je suis à 0 là, je suis au minimum là. Donc j'ai un Y1 qui vaut 0, un Y2 qui est ici, au plus bas. Donc, j'additionne les deux, et je suis ici. Puis ensuite, je prends ce point-là. Je prends ce point-là, Y1 est là, Y2 est à peu près là. Quand je fais la somme des deux, j'arrive à peu près par là. Oui. Autrement dit, je fais Y1 plus Y2 graphiquement, puis je regarde ce que ça fait. Ça va, c'est clair sur l'idée? Oui, ou... Et ensuite, je fais mon petit dessin. Et je vais récupérer une forme sinusoïde, parce que les maths nous disent que quand j'additionne deux sinusoïdes de même période, ce que j'obtiens, c'est une sinus. Bon là, j'ai pas de chance dans mon dessin. En gros, si vous regardez, quand une courbe est au maximum, l'autre est quasiment égale à 0. Donc du coup, les phénomènes vont se compenser. Ce qui fait que je vais retrouver une sinusoïde qui a à peu près la même forme. Donc, ça fait un truc à cette tête-là, etc. C'est juste un peu décalé dans le temps. Voilà le phénomène d'interférence entre deux ondes de même nature et synchrone.
on peut vous demander ça, mais franchement, ça m'étonnerait. Allez, ça n'est pas. J'aimerais faire au moins encore une chose. Dedans, le micro analyse le bruit qui arrive et essaye dans le temps le plus court possible d'envoyer un bruit déphasé qui se fait. Ça dépend de la nature du son. Alors que si vous avez un son qui est vraiment un son assez linéaire, assez périodique, ça marche très bien. Après, quand vous mettez de la musique, par définition, la musique, elle est rythmée. Et donc, il faut à chaque fois que ça s'adapte. Et la plupart du temps, en fait, vous pouvez faire un truc qui vous apporte un tout petit peu de bruit en moins. Le casque, c'est déjà très bon. Donc, c'est surtout l'effet du casque. Quand vous êtes dans les couloirs, vous êtes dans les couloirs, vous êtes à 75 décibels. Si vous mettez les bouchons dans les oreilles, vous descendez à 60 décibels. Ça va, tout le monde y est? Alors, on est bien d'accord que ça dépend de votre point M. Puisque mes courbes 1 et 2 sont directement liées au retard du point M par rapport à S1 par rapport à S2. Donc, la longueur ici du retard dépend de la position du point M. Et comme c'est la longueur du retard qui fait les caractéristiques de l'addition des deux signaux, ben votre signal d'interférence dépend de la position du point M. On va voir et on va étudier de manière plus précise deux types de points M. On va parler d'interférence constructive et d'interférence destructive. Les interférences constructives, c'est quand le point M est tel que les deux signaux 1 et 2 arrivent au maximum au point M en même temps, au minimum au point M en même temps. C'est ceux que je vous avais dessiné tout à l'heure quand la crête d'une onde arrive en même temps que la crête de l'autre onde. Donc on parle d'interférence constructive parce que les signaux maximum s'additionnent. À titre tout à fait personnel, mais ce n'est pas un vocabulaire habituel, je parle de super crête et de super creux. Quand j'ai mes deux crêtes qui arrivent en même temps et qui s'additionnent, et quand j'ai mes deux creux du fait qui arrivent en même temps aussi. Alors attention, hein, on est bien d'accord, quand je parle de super crête, du super creux, votre point, quand il y a les deux ondes qui arrivent, c'est les deux ondes qui arrivent. C'est-à-dire que les minimums arrivent en même temps, les maximums arrivent en même temps. Donc votre point, il monte et il descend. Mais il monte et il descend sur une amplitude qui est 2 fois plus grande que celle qui est provoquée par les ondes parce que les deux signaux arrivent en se combinant au maximum. Et puis l'interférence destructive, c'est quand les deux signaux arrivent, alors le terme technique c'est en opposition de phase. C'est-à-dire que quand il y a une crête qui arrive, l'autre onde amène un creux. Et l'eau que vous avez dans la crête sert à combler le creux.
Bref, les deux signaux additionnés font 0. Et là, par contre, c'est un point qui sera en permanence à la surface de l'eau au niveau 0. Parce que c'est un endroit où les deux ondes vont se détruire. Donc si les deux ondes se détruisent, le point finalement c'est comme s'il lui arrivait rien du tout. Et l'objectif du travail que l'on va faire, c'est d'être capable, si je vous donne les positions de S1 et de S2, de me dire où se trouvent les points où les deux ondes vont arriver au maximum en même temps, et où se trouvent les points où les deux ondes vont arriver de manière opposée, et donc on va avoir une interférence destructive. D'accord sur le principe? Pas de questions particulières? Allons-y, définition. On parle d'interférence constructive. On parle d'interférence constructive en un point de l'espace. On parle d'interférence constructive en un point de l'espace lorsque les deux ondes arrivent de manière synchrone en ce point. Lorsque les deux ondes arrivent de manière synchrone en ce point. Et donc, l'autre, on parle d'interférence destructive. Alors, j'ai lu aussi destructrice. On parle d'interférence destructive en un point. On parle d'interférence destructive en un point de la zone de propagation. Lorsque les deux ondes arrivent en ce point, en opposition de phase. Lorsque les deux ondes arrivent en ce point, en opposition de phase. Et donc vous rajoutez entre parenthèses, c'est-à-dire que le maximum de l'une, arrive en même temps, que le minimum de l'autre. Alors, ne le dessinez pas, hein, mais ce serait mon nombre 2 pour une interférence constructive. Ça ferait ça. Zéro, zéro, minimum, minimum, maximum, maximum, minimum, minimum, maximum, maximum. Les deux ondes arrivent synchrones. Elles arrivent en phase à mon point. Et si jamais je veux une interférence destructrice, ben ça veut dire que j'arrive ici, et quand l'onde est à son maximum, celle-là est à son minimum. Quand l'onde est au minimum, celle-là est au maximum. Les creux de l'une compensent les crêtes de l'autre à l'arrivée de 0. Ça va, c'est clair sur l'idée?
Donc maintenant, où est-ce que je dois placer mon point M pour qu'il soit dans le cadre d'une interférence constructive? Donc première étape, l'interférence constructive. Je vais travailler dessus de manière indirecte. C'est-à-dire que ma question, c'est où est-ce que je dois placer mes points sur la surface de ma zone de propagation pour que j'ai une interférence constructive? Donc je cherche des lieux. Je vais commencer à penser temps. Donc mon point M, il est quelque part dans ma surface, il a un retard τ1 par rapport à la source S1, il a un retard τ2 par rapport à la source S2. Ces retards dépendent bien sûr de sa position. Mais par contre, je veux une interférence constructive. C'est-à-dire que, quelle que soit la nature du retard, je veux que mes deux ondes arrivent avec un maximum en même temps. Alors attention, je peux avoir un décollage, je peux avoir un décalage. Les deux ondes ne sont pas forcément censées arriver en même temps. Mais par contre, quand les deux ondes arrivent ensemble au point M, il faut que le maximum de l'une corresponde au maximum de l'autre, le minimum de l'une corresponde au minimum de l'autre. Ça va, ça c'est bien clair? Et donc, pour que j'ai ça, il faut que j'ai un décalage entre les deux retards qui permettent aux deux ondes d'arriver au maximum en même temps, au minimum en même temps. Donc ce décalage, d'abord je l'exprime comment? Par quelle opération mathématique le décalage entre les deux retards? Oui? Alors oui, mais après. Là, je veux le décalage entre les deux. C'est? Ouais, une fraction. Mon décalage entre les deux temps, je sais pas, il arrive, la source 1 envoie l'onde au bout de 3 secondes au point M, la source 2 envoie l'onde au bout de 5 secondes au point M, quel est le décalage entre les deux ondes? 3 secondes d'un côté, 5 secondes de l'autre, ben, le décalage c'est 2 secondes. Ça va, on est bien d'accord? Donc mon décalage entre les deux ondes, dans le cadre de mon dessin, τ2 est plus grand que τ1, c'est τ2 moins τ1. Comment je vais exprimer le fait que mes deux ondes doivent avoir les maximums qui arrivent ensemble et les minimums qui arrivent ensemble à partir de ça? Oui, monsieur Barbier? Non? τ2 moins τ1 doit être égal à combien? Oui? Si mon décalage, c'est une période, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Un décalage d'une période, oui? Ça veut dire qu'il y a une période d'écart entre le moment où l'onde 1 atteint le point M et le moment où l'onde 2 atteint le point M. Qu'est-ce que c'est que la période? Par définition? Ouais, même si c'est mal exprimé, monsieur Barbier, c'est l'idée. La période, c'est justement l'intervalle de temps que j'ai entre deux maximums consécutifs. Donc la période, c'est le temps nécessaire pour que je fabrique un maximum. Ensuite, je descends, je remonte pour fabriquer un deuxième maximum. Si j'ai une période de décalage et que l'onde 1 est au maximum, ben l'onde 2 elle sera aussi au maximum. Ce ne sera pas le même maximum, mais ce sera quand même un maximum, puisque j'ai une période qui correspond au temps nécessaire pour séparer deux maximums. D'accord sur l'idée? Allez, on reprendra ça vendredi, je pense, parce que mercredi, vous allez avoir le TP qui va prendre du temps. Et je voulais corriger aussi les exercices, mais ça, je ne sais pas si ça va marcher. Oui? Oui. Alors, là, je commence par une période, ensuite on aura différents TP, 3T, 4T. Mais je voulais commencer avec un exemple. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À vous aussi. Au revoir.
Ah, j'ai pas pris la peine. Oui. Quand les ondes rentrent en résonance, c'est quand elles sont exactement dans le même point. Oui. Bien. Alors, il faut qu'il y ait ça. Il faut vraiment qu'elle soit synchrone, qu'elle soit de même nature. Et au revoir. Oui, c'est ça. Synchrone et de même nature, avec la même période. Mais c'est pas que ça, le phénomène de résonance. Le phénomène de résonance, c'est pas seulement deux ondes qui additionnent leurs effets, c'est une onde qui a un effet et une deuxième onde qui vient amplifier l'effet de la première onde. C'est-à-dire qu'au début, vous avez les petites oscillations, c'est l'exemple de la. Comment dire, non, je pensais moi là-bas à balançoire. C'est le fait que vous donnez quelque part le petit coup de rein, vient toujours au maximum de la première onde. Ce qui fait que l'amplitude augmente. Si on fait à l'inverse, pareil. Voilà. Si vous faites en opposition de phase, vous allez arrêter. Et donc le phénomène de résonance, c'est ça. C'est que j'ai une onde et je vais amplifier le phénomène de cette onde en envoyant une deuxième. Donc c'est une interférence, mais pas que une interférence. Oui. Un coup en plus. Voilà. Et placé au bon moment et au bon endroit. Voilà. Et par rapport au son, ça veut dire que si on fait le même son avec les amplitudes, en gros, ça va augmenter l'amplitude. Je ne sais pas si on peut faire une résonance sur un son. Alors, on peut faire rentrer les objets en résonance. Ouais, mais pour un son, c'est pas que. Vous avez l'effet Larsen, c'est finalement la même chose, mais pour un son qui passe, mais ça passe quand même par un circuit électrique. Un son pur comme nous, est-ce que je peux par exemple vous parler et qu'il y ait quelque chose derrière qui fasse que l'intensité sonore que je vous envoie augmente au cours du temps. Et ça, à mon sens, c'est pas une évidence. Moi, j'ai toujours en exemple le truc qu'on avait fait quand on passait les concours, on était dans une très grande cour, et en fait, on s'était mis, par bêtise, à taper du pied sur le sol, et puis vous savez, il y en a deux qui font ça, puis il y en a trois, puis il y en a quatre, tout le monde fait pareil. Et on était tombé par hasard sur la fréquence de résonance de l'immeuble. Et donc, de l'extérieur, l'immeuble commençait à rentrer en résonance avec une amplitude qui est de plus en plus importante. Vous voyez, le temps que les gens s'en aperçoivent, on a eu un message nous demandant de continuer à taper du pied, mais de manière désynchronisée, pour qu'il y ait des frottements qui fassent que l'amplitude diminue. Et si on avait arrêté, le phénomène aurait continué à s'amplifier spontanément. Vous voyez, donc, l'immeuble aurait fini par passer. Vous avez par exemple sur le pont américain, il y a des coups de vent qui ont fait pousser, donc le truc avec un effet de balançoire jusqu'à un moment où ça casse. Je ne suis pas sûr que ça puisse se faire sur le son. Peut-être que oui, mais j'ai du mal à imaginer ce système. Voilà. Au revoir. Au revoir. Ah zut, fin de la transmission.